bonsoir à tous, bienvenue sur Watch et sur Andromag, l'émission 100% Android, un lundi sur deux, de 22h. Il est branché, le micro, juste j'envoie la régie, je suis désolé. On commence un peu sur les chapeaux de roue, vous voyez, il y a encore même le décor un peu d'iWeek pour cette WWDC, cette conférence des développeurs. Je vais te laisser la main un peu, Quentin, tiens, pour voir si on règle mon petit souci de micro en attendant. Eh bien, bien le bonjour Mathieu, comment tu vas ? Eh ben écoute, ça fait plaisir de te retrouver en tout cas, je sais pas si on t'entend donc je vais continuer à parler. Effectivement, on sort tout juste de la conférence d'Apple si je le pointe du bon côté. Donc voilà, si vous voulez revoir un petit peu tout le récap d'Apple, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne de Watch. Et nous aujourd'hui, on a un programme chargé, du coup, c'est moi qui vais me charger du programme, du sommaire, parce que notre ami Jason, il est pas là, il est parti prendre des vacances. Et je crois qu'on m'entend mieux normalement. Ah bah écoute, voilà, on espère. À la régie, je crois qu'on me dit que c'est mieux. D'ailleurs, c'est mieux si j'enlève le mute. J'avais pas vu qu'il était activé. J'en suis désolé. On va juste dire qu'on peut nous retrouver, bien entendu, sur les applis Watch, bien entendu, sur l'Apple TV, sur les applis Android. Également, vous pouvez nous retrouver donc sur le site watch.tv. Et également, vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube, Dailymotion, en replay. Si vous n'avez pas pu voir le direct, et bien sûr, on vous attend pour interagir avec nous, avec le Jazz Andromag. J'ai vu que tu étais parti sur le sommaire. On va peut-être d'abord présenter les gens qui nous accompagnent ce soir. Sûr. On va dire bonjour à Pierre-Alexandre Technoïde, qu'on connaît bien ici. Salut. Ça va bien ? Ça va très bien, ça me fait plaisir d'être aussi parmi vous. Donc, oui, ça va bien. Bientôt les vacances aussi pour moi, vu que c'est la semaine prochaine. Donc, c'est plutôt cool. Voilà. Bon, écoute, impeccable. Merci en tout cas de te joindre à nous. Et on va accueillir un nouvel invité, quelqu'un qu'on est ravi d'accueillir, Rémi. Rémi qui est rédacteur du Café du Geek. Salut Rémi. Salut à tous. Salut Mathieu et salut Quentin. Salut. Voilà, Rémi que vous voyez pas très souvent, mais qui fait partie de cette blogosphère technologique. Blogosphère. Voilà, en tout cas de cette entité technophile que nous sommes tous. Et du coup, on est ravis de t'accueillir en tout cas, Rémi, pour cette première. Donc voilà, je vais te laisser l'honneur pour le sommaire de cette émission. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Alors, on va commencer avec l'annonce du View 3 Pro, et plutôt du test même du View 3 Pro. Parce que tu as pu le prendre en main à une soirée Wiko, je n'étais pas là, mais en tout cas, t'es reparti avec. Donc tu vas nous en dire un peu plus, parce que c'est ton téléphone personnel en plus depuis ces quelques... Comme tous les tests, je mets la SIM dedans, et puis on va le rouiller, on voit ce que ça donne. On va aussi parler du Zenfone 6 qui est en plateau, qui est juste là, et que Rémi a pu prendre en main. Voilà, donc, Rémi, qui a pu tester en profondeur. Il a pu un peu le tester, donc il nous en parlera un peu plus. On va aussi... voilà, il l'a aussi, donc comme ça, au moins on aura tout en duplex. Plateau, c'est cool. On va aussi avoir un petit peu de Huawei ban. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette énorme histoire qui a fait couler beaucoup d'encre sur Internet. Si vous regardez Andromag, vous êtes au courant. Voilà. On fait le suivi de cette actualité. Exactement. Donc on va parler un petit peu, on va revenir un petit peu sur cette affaire avec Honor aussi, parce qu'on a été à la conférence d'Honor il y a de ça 2 semaines et il s'est passé des trucs. On en parlera. On va aussi parler de Realme avec le Realme 3 et c'est Realme ou Realme ? C'est Realme. Realme, je dirais. Le Realme 3 Pro en fait. Et voilà. Parce que j'ai mis le 3 et il n'existe pas vraiment. C'est moi qui me suis un peu raté. Très bien. Bon, en tout cas, t'étais à l'annonce. Alors toi. Moi non, mais Jason nous a ramené des images et on va en parler un petit peu. Voilà. Et parfait. Une petite news toute fraîche, Oppo et Xiaomi qui ont présenté, qui ont plutôt dévoilé à travers une vidéo sur Twitter, une caméra faciale qui est sous l'écran. Et ça, c'est hyper sympa, d'autant plus qu'on en a beaucoup parlé sur Andromag, histoire d'imaginer un petit peu le futur de cette innovation autour des smartphones et des mécanismes, parce qu'on va en voir aujourd'hui. Mais voilà, on a une première, en tout cas de la part de Xiaomi et Oppo, qui vont nous montrer une petite caméra sous l'écran. Et ça, très très cool. Et ça, ça fait partie de l'innovation, donc c'est pile dans l'ADN de Watch. Et puis, une petite dernière innovation sur les Redmi, qui sont rebaptisés Mi 9T. Alors, ça on ne sait pas trop, mais il semblerait que les fameux Redmi K20 et K20 Pro qui ont été annoncés récemment en Chine pourraient revenir en Europe sous la forme du Xiaomi Mi 9T et peut-être un Mi 9T Pro. On n'est pas encore trop sûr de ça, mais on va en discuter. Peut-être que je compte là-dessus sur PA, qui a dû suivre un petit peu l'histoire, peut-être pour nous en dire un peu plus ou pas, mais en tout cas, on va en parler. Voilà pour ce qu'on peut dire sur le sommaire, j'imagine. Mais déjà bien. Et il est bien très chargé. Et donc, on se retrouve, nous, tout de suite après un bref instant.
Alors moi, je commence à regarder, je jette un œil sur, parce que je vous avoue que l'installation est un peu rock'n'roll, hein, je tiens à rendre hommage à mes amis de chez iWeek qui ont couvert cette WWDC, la conférence. Longue conférence. Longue et pour une fois, je dirais intéressante. Et donc, comme d'habitude, je sors toujours le t-shirt de circonstance pour leur rendre un hommage à tous mes copains d'iWeek. Voilà, alors lui, bon voilà, moi j'ai celui-ci et Quentin, et il a fait comme moi, mais il est un peu plus du côté dark de la force, j'ai envie de dire, puisque c'était le Dark mode, tu veux dire? C'est ça. Donc, en tout cas, vous pourrez retrouver le replay de ce fameux live et revoir toutes les annonces d'Apple très prochainement sur Watch. Le temps que tout ça se mette en ligne. Allez, on démarre de notre côté. Alors, moi, j'ai été donc au lancement, à la soirée de lancement. On a d'ailleurs quelques images, Benji, si tu veux les lancer, du lancement de ces fameux WecoView 3 qui ont été annoncés à Barcelone, en fait. Donc là, très clairement, c'était la soirée de lancement France. Pour la sortie qui était à Paris, la commercialisation de ces fameux Weco. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu les coulisses de ce qui se passe. Je crois que le mec qui était juste devant, c'était peut-être moi, mais je suis pas sûr. Je me souviens plus exactement. On voit très peu dans la vidéo. Je crois qu'on me voit même pas. Je me suis cherché. Au pire, on voit les Weco. Voilà, on voit les Weco. C'est le plus important. Mais tu sais, c'est pour vraiment montrer que j'y étais. Mais voilà, donc ça c'est un peu pour nous montrer un petit peu l'envers du décor avec un DJ. Tu vas voir, il y a eu un magicien qui est venu faire des tours de magie super sympas, et puis il y avait un décor, voilà, c'était lui. Il faisait des trucs très très sympas avec les cartes et avec le smartphone, bien entendu. Voilà, tu vois, très impressionnant cette photo qui sort comme ça de l'écran. Voilà. Bref, en tout cas, c'était très intéressant. Ils avaient mis l'ambiance, on va dire, il y a pas de souci. Et du coup, j'ai pu partir avec donc le View 3 Pro, puisqu'il faut savoir qu'il y a le View 3, le View 3 Lite et le View 3 Pro. La version la plus haut de gamme. Qui est la version la plus haut de gamme. Donc je pense que Weco a voulu se donner toutes ses chances. Alors il y a déjà quelque chose qui frappe sur la boîte. C'est que maintenant Weco appartient au groupe chinois Tino à 100%. Avant ils avaient 5% je crois en France. Donc ils jouaient sur cette image un peu de marque française. Là maintenant les temps ont bien changé puisqu'on voit bien le drapeau français. Mais en dessous il y a marqué Design in France. Donc voilà, je pense que ça a été designé à Marseille, là où se situe Weco. Et donc, on avait déjà reçu d'ailleurs Hervé Vaillant, que j'embrasse, et qui est d'ailleurs parti de chez Weco, pour information. Mais on avait reçu Hervé qui nous avait parlé de ses téléphones. Et puis nous, on avait déjà suivi les View 2 Pro, qu'on avait beaucoup aimé. Ouais. Et donc du coup, je vous propose de vous dire un petit peu ce qu'il en est de ces View 3, notamment le View 3 Pro. Alors, que je vous donne un petit peu les caractéristiques techniques, c'est un écran de 6,3 pouces en Full HD+. Donc, à l'intérieur, c'est là où on voit les premiers changements. C'est qu'à l'intérieur, il y a du Mediatek pour faire plaisir à notre ami Alexandre. Le retour de Mediatek, voilà. Très précis. Et on a de la chance dans cette émission parce qu'on a le grand adorateur de cette marque Mediatek. Et du coup aussi, on a donc une version qui est disponible en 4 Go de RAM. Et celle que j'ai ici, elle a 6 Go de RAM, ce qui est une première. Voilà, 628 Go de stockage en plus de ça, donc ça fait plaisir sur la mémoire. Exactement, donc la version plus haut de gamme, 6 plus 128, comme l'a très bien dit Pierre-Alexandre. Et on a une version 4 plus 64 Go, que l'on peut étendre bien entendu avec une carte micro SD. À l'intérieur, on va retrouver Android 9. On va retrouver également, donc il n'y a pas vraiment de surcouche, c'est très très light, il y a quelques services Weco. Et c'est ça qui est vraiment bien avec Weco pour le coup, c'est que pour un petit prix, on a vraiment quasiment l'expérience Google, donc ça c'est vraiment bien. On est très très proche par exemple d'un Motorola qui suit aussi un peu cette ligne. On va avoir une batterie quand même assez conséquente de 4000 mAh à l'intérieur. On va avoir un capteur avant de 16 mégapixels pour les selfies. Et à l'arrière, on va avoir 3 caméras, donc de mémoire ou pas, puisque je ne me rappelle plus. C'est 12 plus 13 plus 5. Alors, il y en a 13, 12 et 5, ouais. Voilà, on a un capteur standard, qui est celui de, je crois, si je ne dis pas de bêtises, de 12 mégapixels. C'est ça, oui. Exact. On a le 13 mégapixels qui, lui, est grand angle. On a la 5 mégapixels qui est là pour la profondeur de champ, pour notamment l'effet bokeh, etc. On a un poids quand même conséquent de 184 grammes et ça fait partie entre guillemets
c'est pas trop mal. Hein. Aujourd'hui, on est sur des smartphones qui sont souvent dans C'est vrai. dans ce type de poids. Et on a même certains, type le Mi X3 avec des 220 grammes. Donc c'est pas si mal, surtout pour un smartphone qui est plutôt complet. Et chez Wiko, en plus de ça, à ce prix-là, c'est assez correct, je trouve. C'est dans la moyenne. Eh bien oui, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, faut le dire, je trouve que maintenant, c'est des poids qui commencent à se faire sentir dans les mains. Attends les deux bébêtes qui sont devant moi. Oui, j'ai vu un peu les chiffres. C'est vrai que Wiko à côté, ça va. C'est comme dit PA, ça passe. Et il est également double SIM, donc en plus de pouvoir étendre la mémoire. Le prix pour le 464, il démarre à 249 € 49 centimes et à 299 € pour la version que j'ai ici entre les mains. Alors il y a quand même un aspect que j'ai pas abordé parce qu'on va attaquer, ça y est, un petit peu, on a dit les fiches techniques, etc. On va attaquer un petit peu dans le vif du sujet. Le gros changement aussi également dont Wiko était fier, il y en a plusieurs. Je peux deviner? Vas-y. Le vert? Exactement, le dos en vert, le dos en vert. Voilà. En vrai, il est beau. Quand on le voit, il est chouette. En vrai, il est beau. Exactement. Et là, j'ai pas pu le nettoyer, du coup, il a pris les traces de doigts. Et puis ici, il fait très très chaud, donc les mains, elles sont moites très très vite. Par contre, petit bémol, parce qu'il en fallait bien un, le contour est en plastique. Ça, il est un peu quadrillé, j'ai l'impression, quand tu le oui, mets avec des reflets. il a un effet, hein, il a un design, il y a un effet qui est fait exprès, qui est strié. Ah oui, ok, très strié. Voilà, ouais. donc je joue un peu avec l'éclairage comme ça. Trace de main striée. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Mais voilà, et du coup, il y a aussi un truc que j'ai noté et que j'aime beaucoup, c'est la refonte. Alors c'est très personnel et ça sert à pas grand chose. Le logo qui quand même fait un peu plus, il cible un peu plus des gens un peu plus adultes, même si c'est pas du tout leur cœur de cible. Mais ça fait plaisir de voir un peu plus de sobriété dans ce logo et ça, bravo. Alors, on va parler maintenant de l'expérience globale que j'ai eue de ce téléphone. Wiko a décidé de prendre le MediaTek Helio P60 et donc ils ont quitté le Qualcomm sur le View 2 Pro qui était le 450, le Snapdragon 450, et du coup ça permet à Wiko d'avoir un téléphone qui conserve la même gamme de prix que le View 2 Pro à sa sortie, mais qui permet d'avoir des performances bien plus élevées. Moi j'ai fait un petit peu quelques recherches et on s'approche. Je crois même qu'il fait un peu mieux que le Snapdragon 660. Je sais pas, PS, t'as eu les mêmes chiffres que moi. Alors, pour moi, il fait être très mieux. précis, parce que j'ai pu parler à Hervé par rapport à ça, justement, de ce changement de revenir à du MediaTek, qui n'est pas anodin en soi, parce que le fait de passer à du Qualcomm, ça donne un côté un peu plus premium, ça donne un côté, on monte un peu de gamme, entre guillemets. Et ce qui m'a dit, c'est que déjà, justement, en repassant sur du MediaTek, pour avoir les performances équivalentes, ça permet de gagner 50 €. Donc, avec le même produit, si on était passé sur un Snapdragon 660, on l'aurait eu à 350 € sur la version la plus haut de gamme. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, pour la partie processeur en lui-même, on est sur à peu près les mêmes spécifications qu'un Snapdragon 660, effectivement. Mais en plus de ça, on a une puce neurale qui fait qu'il n'y a pas sur les Snapdragon 660. Donc, pour tout ce qui est traitement photo, les ajouts de filtres, etc., ça va permettre justement d'avoir des meilleures performances. Par contre, sur la partie graphique, où il est moins performant. Pour résumer, c'est à peu près ça. Et on est sur cet équivalent-là, ouais. Ouais, en tout cas, moi, pour être sorti du Redmi Note 7 il y a peu, puisqu'on a fait le test ici sur Watch, bon, malheureusement, on n'a plus le test, mais c'est pas grave, vous avez aussi sur Rester Connecté, il est disponible. Moi, en termes de performance, je l'ai trouvé plutôt bon. J'ai pas senti. Nous, on est habitué à avoir des téléphones haut de gamme entre les mains, donc moi, je mets ma SIM dedans et je me comporte vraiment comme une utilisation standard. Alors, oui, bien sûr. On a une fluidité qui est relative, c'est-à-dire que voilà, on voit la différence quand même, et heureusement, j'ai envie de dire, quand on passe à un Snapdragon 855, mais ça reste une utilisation tout à fait bonne. Moi, je peux vivre avec, voilà, je saigne pas des yeux si j'utilise ce téléphone comparativement avec mon Pixel 3 XL. J'arrive à faire globalement les mêmes choses. Et moi, honnêtement, je suis plutôt content de la stratégie. En tout cas, de remettre du P60, peut-être que 450, parce qu'on sent un peu le gap. Parce que j'avais déjà dit qu'avec le View 2 Pro, j'avais pas non plus eu de gros soucis d'utilisation. Mais on sent quand même que, notamment dans les jeux, moi j'avais installé un jeu un peu gourmand, hein, je m'étais pris la tête, ça s'appelle Darkness Rises. Et c'est un truc, j'ai été exprès dans le Play Store chercher un truc gourmand en 3D pour pouvoir jouer avec. Et du coup, ça marche bien. Voilà, il n'y a pas de grosses chutes
de framerate, voilà. Alors PA, t'es un peu nuancé, toi. Alors, clairement, en fait, le truc, c'est que le Snapdragon 450, comparativement, en fait, le processeur se base sur quasiment la même chose que le Snapdragon 625. Clairement, niveau graphique, c'était pas ça du tout. Là, c'est clairement une bonne chose, justement, que cette partie-là, que la partie processeur soit repassée sur du MediaTek, parce que le Helio P60 est clairement performant. Par rapport à un 660, il sera quand même globalement moins performant, mais au vu de ce qu'il propose, ça reste très correct et ça se verra pas. Et il pourra faire des jeux gourmands, donc du PUBG, etc. Pourra passer. Normalement, PUBG, j'ai pas encore testé, mais normalement, ça devrait quand même bien passer. Je pense que ça devrait pas poser passe. de problème. Après, effectivement, en t'écoutant parler, moi j'ai regardé peut-être des benches qui sont plus peut-être focus sur la partie processeur que la partie graphique. Et en fait, d'ailleurs, même je trouvais, ils avaient fait un comparatif avec les Snapdragon. Il me semblait pas que c'était une vidéo de Mediatek, parce que je me méfiais quand même. Et pour le coup, il tenait même mieux. Tu vois, il faisait tourner en tutu plusieurs fois. Et les scores étaient quand même assez constants en le faisant tourner genre 8 fois ou un truc comme ça. Avec des Snapdragon qui s'écroulent un petit peu en termes de perf. Alors, c'est tout à fait ça. J'ai fait un test du même style que j'avais tweeté il y a quelques jours de ça. Yes. Et effectivement, alors, normalement, le 660 fait à peu près la même chose, mais pour la partie CPU en tout cas, parce qu'en tutu c'est global, pour la partie CPU de tous les smartphones que j'avais en test, c'était l'un des meilleurs avec le Meizu 16e. Il perdait que 11% de ses performances pour la partie CPU. Donc c'était vraiment bien de ce point de vue-là. Et pour la partie GPU, il ne perdait pas du tout en performance. Donc, clairement, il était très bon de ce point de vue-là. Alors, on va quitter un peu le domaine de la puissance brute, etc. Bref, en tout cas, moi, ce que je peux vous annoncer, je ne sais pas si PA pourra vous le dire, en même temps, il aura son test aussi pour vous en dire un peu plus, c'est que moi, en termes d'utilisation, j'en suis globalement satisfait. Globalement, presque, parce que là, je vais un peu aborder les points qui fâchent. Et moi, j'ai des soucis avec Mediatek, et c'est pour ça un peu que je pèse contre eux. C'est-à-dire qu'en termes de performance, je trouve qu'il n'y a pas de soucis. Ils sont au niveau. Mais il y a des choses qui m'embêtent sur ce téléphone. J'ai eu deux soucis. C'était notamment déjà le Bluetooth. Alors il faut savoir que le Bluetooth il est en 4.2 sur cette plateforme et pas en 5.0. J'ai vu que Wiko, alors ils ont de la chance parce que je viens de le voir juste en arrivant, j'ai failli un peu les dégommer. Mais j'avais vu qu'il n'y avait pas de NFC normalement qui était supporté. Et là, sur ce Wiko, il y a sur la boîte, c'est indiqué. NFC, ouais. Le NFC, il est là, il est indiqué dans la boîte juste ici. Donc, on l'a bien, le NFC. Donc ça a été ma grande surprise. Et ça, c'est un peu important parce que moi, je commence un peu à me mettre au paiement par Google Pay. Contact, ouais. Ouais, et à un moment, j'avais oublié mon portefeuille et je me suis dit, ah non, mais mince, il n'a pas le NFC. Alors si j'avais mieux révisé, je l'aurais vu. Donc ça c'est une bonne chose. Mais moi sur le Bluetooth, déjà j'ai des soucis, j'ai eu quelques micro-coupures. Alors, je ne sais pas si ça vient de mon modèle ou si c'est un problème d'optimisation, mais j'ai eu des micro-coupures qui n'ont pas été non plus, ça m'a pas non plus arraché la tête, mais c'est bien dommage. Il y a des petites pertes, j'ai l'impression que c'est pas très stable à ce niveau-là sur ce téléphone. Et pour ce qui est de la partie photo, Eh ben, la partie photo, on va en parler, puisque tu mets le rythme, c'est bien, c'est important. Alors, la partie photo, c'est là où c'est un petit peu ma déception sur ce téléphone-là. Alors, j'ai déjà mis en premier, Benji, un selfie, enfin même deux, avec la caméra avant. C'est pas ça du tout, ça marche pas très bien. Je peux même te dire que tu vois, je l'ai fait hier soir, celle où je suis dans ma chambre, là, dans la pièce où je travaille, c'est un mode portrait. Et en gros, c'est toi qui définis l'intensité de flou. Et en fait, quand je m'amusais à mettre le flou, à un moment, il me mettait carrément des messages visage non détecté. Je sais pas si tu vois, on voit ma tête en premier plan. On peut pas voir mon visage, c'est très compliqué. et c'est très très lisse. Hein. Et c'est très, sur la celle en extérieur, je trouve que c'est très lisse et en même temps, je trouve que les couleurs, elles sont un petit peu aux fraises. On dirait que j'ai un teint blanchâtre. Oui, alors je suis pas non plus hyper bronzé, mais voilà. Derrière, c'est un peu de la bouillie de pixels si tu regardes les détails derrière. Bref, la caméra avant, c'est pas une réussite, très clairement. Et tu vois même, regarde si tu vois celle où j'ai fait le portrait. Le t-shirt, il est bouffé. Et regarde même le détourage de mes cheveux, tu vois un espèce d'halo flouté qui détourne, tu sais, comme un peu les miniatures des youtubeurs où ils mettent un fil blanc, tu vois, autour de Ouais, mais même quand tu regardes au niveau du tableau Batman derrière, c'est pas flou, alors que le t-shirt l'est, c'est pas. Non, j'avais fait plusieurs tests. Voilà, le flou, il est un peu random. Il vient quand il a envie, il se met où il a envie. Il n'y a pas du tout de cohérence. Effectivement, oui. C'est assez n'importe quoi. Voilà. Et donc là, je pense qu'il était en train de voir devant moi. Je pense que cette partie-là. Voilà. Une partie du casque qui est tout flou.
et l'autre non. Donc ah ouais, non, c'est totalement hasardeux. Voilà, c'est pas du tout fait pour ça. Et ensuite, on a la photo à l'arrière, donc qui est le plus important, parce que bon, en général, bon, on a tendance à pardonner un peu la caméra avant. Je sais pas si vous êtes d'accord, c'est pas le plus, c'est celle qu'on est un peu plus indulgent. La caméra arrière, bah, j'ai pas trouvé les résultats non plus. Bon, c'est beaucoup mieux que l'avant. Donc, Benji, si tu peux montrer, j'ai fait plusieurs. Voilà, donc là, on a la première en conditions de pleine luminosité. Quand tu zoomes pas trop sur les photos, tu vois, tu as un rendu qui est satisfaisant. Voilà, c'est correct. Mais par contre, je trouve qu'il tire à mort sur les contrastes. Tu vois, il essaie de te foutre du contraste partout où il peut pour vraiment essayer de faire donner un effet un peu waouh à la photo. Qui est un peu forcé. Ça se voit un peu sur l'herbe en bas à droite. Ouais. T'as l'impression que le HDR, et puis même sur les arbres au fond, si tu vois un peu, il y a du noir, tu vois, vraiment noir. Et je trouve que c'est vraiment du HDR ultra forcé, j'ai l'impression. Ensuite, on a la caméra grand angle qui est juste après. Là, je te fais un peu bosser, Benji, je suis désolé, mais là, c'est la partie un peu, voilà. Donc, on a la fameuse grand angle qui fait du 127 degrés de mémoire, si je vous dis pas de bêtises. Ça, ouais. Je dois pas être très loin des chiffres, voilà. Mais globalement, on va dire que là, ça se voit pas trop sur malheureusement les moniteurs de watch, mais on a une balance, on a une cohésion des couleurs entre les deux capteurs déjà qui est un peu bizarre. C'est-à-dire que là, ça a été très froid. Si on monte les photos juste après, Benji, voilà. Donc on a cet exemple-là. Pareil, on voit le contraste qui est super forcé. Ça, voilà, ça donne. Mais après là, quand tu arrives à la Disphère à 300 €, c'est un peu compliqué de vendre, je trouve. Un photophone à ce prix-là, pour moi, c'est pas un photophone. C'est pas du tout. Alors, voilà. En termes de comparaison, j'ai fait quelques photos histoire 2 parce que j'ai pas encore pu trop jouer avec. Ouais. Je suis d'accord avec toi déjà pour la colorimétrie. Le capteur principal, déjà, alors il fait des trucs froids, mais il fait même des couleurs qui sont. Parce que quand tu le vois et quand tu le vois sur ton écran, c'est pas du tout la même chose. Premièrement, on est sur un capteur qui est en ouverture 2.0. Là où d'autres arrivent à faire mieux, et on est sur un capteur, un IMX 486. Exactement, qui est une ancienne génération déjà aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'on a le même sur le Zenfone 3, on a le même sur le Meizu Pro 6 Plus, par exemple, que j'ai chez moi. J'ai testé face au Zenfone 3, c'est un peu mieux, mais c'est juste parce que le traitement photo est meilleur. Mais par contre, la colorimétrie, effectivement, elle est pas bonne. Bah, d'ailleurs, on va montrer celle qui est juste après, qui est en grand angle aussi. Et là, regardez, on dirait il y a du jaune. Elle est très chaude. Et tu vois, les couleurs sont ultra chaudes par rapport à. Ça a été pris au même moment, hein, je vous assure. Tout ça, ça a été fait au même moment. Et on retrouve ces contrastes forcés. Ça, là-dessus, c'est cohérent, on va dire, avec l'autre. Mais les couleurs, c'est plus du tout la même chose. C'est parti, voilà, c'est la fête à la maison. C'est Disneyland là-dedans. Et donc, du coup, voilà, c'est pas trop ça. Et là, on va attaquer la dernière partie qui est un peu plus délicate encore pour Wiko, c'est les photos de nuit. Où là, bon, on arrive à distinguer que c'est des fleurs, quoi. Hello, donc, là, darkness, ça va. my old friend. Voilà. Ouais, après, autant je trouve qu'il y avait des limites sur la photo, parce que je crois même que, si je dis pas de bêtises, le View 2 Pro était en ouverture 1.7, mais c'était le même capteur par contre. Moi j'ai l'impression que le View 2 Pro m'avait donné de meilleures satisfactions là-dessus que sur le View 3 Pro. Alors peut-être qu'il y a moyen de corriger ça de manière logicielle, voilà. Donc j'ai fait une photo de mon chien et tout en pleine nuit. Là, il était tard, hein, genre 1h du matin ou 2h, je crois que j'avais vu que j'avais pas fait de photo de nuit et il fallait que je vous en ramène. Après, on a un éclairage de rue qui sauve encore un peu la mise, mais en fait, quand vous zoomez, ça devient vraiment de la bouillie de pixels. Déjà, on le voit en fait, la photo directement, on voit que c'est pas net. Non, et c'est bruité, hein, complètement, c'est très bruité. Donc voilà ce que ça a donné. Je crois que j'ai un peu tout mis là au niveau des photos. Clairement, c'est pour moi la déception. C'est pas un téléphone qu'on peut vous recommander, surtout à 300 €, peut-être pour les prix un peu plus bas, voilà. Mais c'est clairement, ça prend un souvenir. Mais après, les couleurs, il faudra s'en rappeler. Voilà, les détails, pareil, faut pas aller chercher très loin. Ils ont tenté un truc. Je pense que pour moi, ils se sont un peu ratés. J'espère que DxO, qui était un petit peu à la manœuvre avec eux sur l'étude de ces capteurs, n'était pas là parce que là, c'est compliqué. Et du coup, voilà. Ensuite, le dernier point que je voulais évoquer avec vous, parce que c'est le point sur lequel ils étaient intransigeants, c'était l'autonomie. Autonomie de 2 jours. Alors, qui dit qu'ils ont été faits par une société indépendante. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de prendre le nom, mais voilà, qui a été, voilà, c'est une donnée qui n'est pas fournie par Wiko, mais qui a été sur laquelle ils apposent ce truc-là parce que ils ont demandé à une société indépendante de donner ce truc-là. Smart Visor. Ah, voilà, exactement. Alors, ok, Smart Visor.
Je sais pas toi PA de ton côté, mais moi j'ai une très bonne autonomie. Mais donc du coup j'ai joué avec et du coup je fais un truc que je fais très rarement sur des téléphones, c'est que le soir en me couchant, je le mettais en mode avion, mais je le branchais pas. Donc pas de problème là-dessus. On va dire que j'ai quand même tenu une bonne journée et demie, vraiment en tirant un peu sur la bête. Donc l'autonomie pour moi c'est un point très positif. Je sais pas parce que 2 jours ça veut tout dire et rien dire. Dans quelles conditions? Et recharge rapide? Alors la recharge rapide elle est en pump charge. Ouais, la Pump Charge, enfin la Pump Express, Qui est donc l'équivalent charge du Quick rapide de Charge. chez Mediatek. Ouais. Ok. Donc, pour un P60, oui, ça y est. Donc c'est l'équivalent du, peut-être pas du Quick Charge 3.0. Il y a un doute. Si, c'est ça. C'est l'équivalent. Oui, du ça Quick va être Charge 3.0. l'équivalent du Quick Charge 1.3. Alors honnêtement, j'ai pas trop eu le temps de le tester, mais Ouais. je pense que ça fonctionne, il n'y a pas de problème là-dessus. Et il y a un truc de filou que j'ai constaté, que je sais pas si c'est un comportement normal, hein, mais en gros, pour un peu tenir cette promesse, j'ai l'impression qu'à un moment, par défaut, il y a un truc qui tourne en arrière-plan qui dit tiens, on va se mettre en économie d'énergie. Et tu te réveilles ou tu regardes le téléphone tout d'un coup et tu vois que tu es activé alors que genre tu as 40% ou un truc, tu vois, comme ça quoi. Donc je sais pas. En tout cas, l'autonomie, c'est un point positif. Voilà, vous tiendrez voilà, 1 jour et demi, en tout cas une bonne journée en y allant un peu violemment. Moi, j'ai mis des vidéos, des trucs comme ça. L'autonomie, c'est le point positif. Pour conclure, je trouve que c'est quand même une bonne montée en gamme. Je trouve que Wiko fait les bons choix en termes de design, Ouais. d'esthétisme. Voilà, c'est des téléphones qu'on a plus trop honte de sortir. En plus, je trouve qu'ils ont tenté un délire. Alors, j'étais pas super fan, mais donc il y a un liseré qui est doré ici. Je sais pas si on peut le montrer à la caméra zénithale ou pas. Pour finir, voilà, on a du doré. Je sais pas si, voilà, on a ici du doré. Et en fait, quand tu le tournes de l'autre côté, bah ça fait un dégradé. Non, par là, tu sais, Sur sur la le côté tranche. là, sur la tranche, ça fait un dégradé qui redevient bleu en fait. Ok. Je suis pas fan, mais en tout cas, il y a une recherche. Il y a un truc, il y a une Ouais, idée. non, ça me dérange pas, c'est pas Voilà. mal. Et C'est pas après, mal. j'aime bien les contours en doré, tout ça. C'est Le vrai nez- qu'en main, les contours font un peu cheap. Ouais. Ça, c'est vrai que. Ouais, tu vois, tu sens la différence tu entre le le dos sens et. vraiment. Alors que c'est dommage parce que le dos, il est vraiment beau. PA, toi, tu confirmes parce que moi, j'aime bien utiliser la reconnaissance faciale qui est pas rapide mais qui marche bien. Moi, je la trouve voilà, suffisamment rapide. Je vais vous faire vite fait un exemple pour finir parce qu'il faut vraiment qu'on avance. Donc, est-ce qu'on voit? Voilà, on voit le téléphone. Alors, attendez, j'éteins l'écran, je rallume. Voilà, bah, du coup, avec tout l'éclairage qu'il y a, il est un peu perdu. Je le refais, attendez. Voilà. Voilà, l'écran est pas super lumineux ou voilà. Alors, j'essaie de. Et ben là, on a l'effet Bonaldi. Après, avec une La caméra magie du comme live. ça, déjà, forcément, ça va être moyen. Ouais, Et- après, j'ai pas trouvé plus, tu vois, moins rapide que le Redmi Note 7 que j'ai eu, qui était pas non plus en foudre de guerre. Ça marche quoi. Si vous n'êtes pas pressé à la seconde, bon, ça prend, allez, 5 secondes, 10 secondes, mais 5 vrais 10 secondes à se déverrouiller. Ça marche C'est bien. beaucoup quand même. Hein. Voilà, et ça marche dans des zones un peu sombres, sans être totalement dans le noir, faut oublier, mais voilà. Globalement, j'en ressors avec une expérience un peu mitigée, c'est quand même 300 €. Après, je trouve que voilà, 6 Go, 128 Go et tout, moi, ils y mettent la gomme, je suis 100% pour. Mediatek, pourquoi pas, mais j'ai eu des petits soucis, enfin, j'ai des trucs un peu bizarres, et je sais pas si je peux mettre là, ça sur le dos de l'opérateur, tu sais, avec le réseau, des fois, il est là, mais t'as l'impression qu'il est pas là, comme dans la musique, tu vois. Mes petits trucs de Bluetooth. Et ce qui fait que je reste toujours avec un a priori chez Mediatek. À chaque fois que j'ai testé un Mediatek, j'en suis ressorti avec soit un truc de GPS, soit un problème de Bluetooth. Il y a toujours un truc qui me dérange, malheureusement. Après, pour la puissance et tout, si vous voulez un truc qui tourne bien, ça fait le taf. Après, 300 €. Mais il y a mieux chez la concurrence. Voilà, surtout pour la photo. Si vous voulez pour la photo, oubliez. Après, pour le reste, ça Si vous reste voulez un de la bon photo, smartphone. Si vous voulez de la photo, en tout cas, de ce que j'avais testé, de la photo avec une puissance équivalente, il y avait le Nokia 7 Plus. Et en Ok. termes de finition et tout, clairement, c'était équivalent, voire mieux. Nokia 7 Plus proposait mieux globalement sur tout. Après, j'ai pas encore tout testé. Les tests que j'avais fait, c'est plutôt pas mal, mais bah, c'est Wiko, ils sont limités sur diverses choses. C'est comme ça. Très bien. Bon, eh ben écoute, je te propose qu'on avance. Dernier point, il y a une coque qui est dedans et qui est rigide de ouf, enfin, qui est vraiment bien. Donc ça, c'est une mention spéciale. Ils ont rien mis pour l'écran. Et juste une dernière question, PA, moi j'ai rien sur du Corning Gorilla Glass ou un hypothétique concurrent. Non, J'ai ils pas ont l'impression que pas cet parlé. écran il a pas de protection. Voilà. Quand ils disent rien en général, donc C'est un n'hésitez traitement pas à le basique. protéger quoi. Donc, mais ça veut pas forcément. Enfin, moi qui ai toujours eu du Corning Gorilla Glass sur la plupart des smartphones, j'ai réussi à tous les rayer. en Oui, fait. pareil. Donc, Pareil. Après, bon, je sais que ça rassure les consommateurs. Moi aussi, j'aime bien en avoir un.
Voilà, c'est pas dit, on vous le dit, on vous le mentionne, on est clair avec vous, voilà. Allez, on a beaucoup parlé et là, on va faire place à Rémi qui quand même débarque dans l'émission et qui a dû attendre un bon moment avant de commencer à parler. Rémi, tu vas nous parler du Zenfone 6 et tu vas nous donner ton sentiment sur ce téléphone qu'on a ici d'ailleurs. Alors, je l'ai aussi en face de moi. Et du coup, dès que je l'ai reçu, je l'ai passé en téléphone principal. Donc ça fait quelques semaines, ça doit faire 2-3 semaines que je l'utilise. Et j'étais très sceptique au début. En fait, le Zenfone 6, il a une caméra qui se retourne. Il n'y a pas de caméra frontale, il y a une caméra arrière qui se retourne pour faire des selfies. Waouh. Et j'étais très sceptique au début sur sa longévité, si c'était utile ou pas. Et à vrai dire, je dirais que ça dépanne, mais c'est pas quand même une technologie qui, pour l'instant, peut remplacer une caméra frontale dans cette configuration-là. D'accord. Ouais, vas-y, continue, on t'écoute, ouais. Le fait que ça tourne, je trouve que c'est cool parce que du coup on a deux capteurs, on a un capteur de 48 mégapixels et un capteur de 12 il me semble, 12 ou 13 exactement, 13 mégapixels. Du coup grand angle à 125 degrés, mais à part ça, à part le fait qu'on ait une super qualité en selfie, et bah le capteur est un peu lent à tourner, il se déverrouille pas super et surtout il se referme pas, il s'ouvre pas totalement. C'est un problème. Précis parce que je piche pas ce que tu veux dire. Alors au tout début il disait oui, il y aura peut-être des soucis sur les premiers patchs avant que le téléphone sorte, la version que vous recevrez. Donc j'ai trouvé ça normal. Et maintenant quand je le déverrouille, par exemple quand je l'utilise sur Snapchat, Instagram, déjà Snapchat, Instagram c'est un peu un petit souci parce qu'à chaque fois qu'on ouvre l'application, la caméra se retourne à chaque fois qu'on ouvre l'application. Et si on veut le déverrouiller en caméra, donc en face lock comme ça, et que la caméra doit se retourner, et ben elle se retourne et elle se ferme pas totalement en fait. Ah ouais. Ah la vache. Ah ouais. Et Tu m'avais montré ce genre de problème ouais, quand on était dans le train. Ouais. Du voyage de presse de Honor. Et ouais, effectivement, il y a de grosses interrogations. Autant OnePlus, par contre, il va franco avec sa com autour de sa caméra où ils font lever des cailloux de 30 kilos. Enfin, je sais plus trop quoi, des capsules de bière. Et des capsules de bière, ils ont réussi à décapsuler une bière avec ce truc-là, quoi. Bah, c'est pas approuvé par OnePlus, hein. Ouais, mais en tout cas, ça a été vu, ça a été tenté par des gens un peu dingos. Et là, ouais, effectivement, on n'a pas du tout le même ressenti de durabilité. Vas-y, continue, pardon Rémi. Pas du tout. J'avais discuté du coup avec Olivier, qui est le responsable produit Asus. Il m'avait dit que on pourrait avoir le loisir de le tester avec le temps pour voir si ça tenait, si ça tenait pas. Ils promettent eux 100 000 ouvertures, donc ça ferait environ, avec les calculs, ça ferait 28 ouvertures par jour pendant 5 ans. C'est très correct, 28 ouvertures par jour pendant 5 ans, mais est-ce qu'on l'ouvre vraiment 28 fois? Moi, si je le déverrouille à chaque fois tous les jours comme ça fait quand même beaucoup plus de 28 fois. Et il faudrait qu'il se ferme totalement à chaque fois aussi. Du coup, je sais pas s'il va tenir longtemps et à chaque fois qu'il y a des petites poussières qui se mettent dedans, je sais que je suis allé à la plage et que j'avais un peu des grains de sable dans la poche et pendant une journée après entière, quand je le déverrouillais, il faisait crac 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 et je l'entendais fort. C'est une boîte à gants quoi. C'est une boîte à gants pour ouais, c'est une boîte à gants. Alors, okay. au début, on flippait un peu. Moi, je flippais un peu sur le Oppo Find X. C'était un des premiers téléphones qu'on a vu avec la caméra qui sortait. Moi, j'étais super réticent. Je me disais que c'était gadget, que ça allait se casser, qu'il y avait un petit grain de sable dans le tiroir, que ça allait tout casser. Et sur celui-ci, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui peut se passer. Parce que du coup, s'il se referme pas totalement, soit s'il y a des petits grains, des petits cheveux ou des poussières qui se mettent, ça peut l'abîmer. Et même s'il se referme pas totalement, ça peut être une petite caméra qui ressort, qui s'accroche quelque part et qui l'abîme. J'ai déjà fait un petit accroc dessus, uniquement sur la caméra. Ok. Alors, passons un peu ce côté mécanique que tu as bien mis en garde, donc au niveau de peut-être la durabilité, ça faut que les gens en soient conscients. Globalement, qu'est-ce que ça donne ce téléphone? Il fait des bonnes photos déjà? Alors, il fait des très très bonnes photos. Ouais. Je suis peut-être un peu déçu sur le grand angle qui fait un gros effet fisheye. Mais à part ça, il fait de superbes photos, moi j'ai trouvé. Au tout début, j'avais un ressenti étrange sur la colorimétrie parce qu'il faisait ressortir des rouges vraiment pétants.
sur des photos où il n'y avait pas forcément le besoin de ressortir cette couleur spécialement. Donc on voit sur les chaussures de Quentin que Le rouge est là. c'est rouge. Ah là là, tout est Rouge, rouge. là, c'est... Quentin, toi qui as pu jouer un peu avec, tu confirmes un peu le ressenti que... Sur la colorimétrie Ouais, ou sur le ressenti global des quelques photos que t'as fait? Regardez, ça c'est moi qui suis gros ça. Plus, Ouais, non, totalement. Alors pour le côté appareil photo, j'avoue que pour l'instant j'ai pas eu ce ressenti-là, en tout cas avec l'unité que j'ai, avec le sample que j'ai pas eu ce problème de caméra qui se remet pas bien. Après j'utilise pas Snapchat, donc pour le coup je sais pas trop. Et au final, après avoir utilisé par exemple le OnePlus 7 Pro et le Zenfone 6, tu utilises pas tant que ça la caméra selfie en fait. Ouais. C'est à ce moment-là que tu te rends compte que en fait tu l'utilises pas. Mais peut-être une fois, 2 fois par jour, histoire de faire des Insta Stories. Mais sinon jamais. Jamais. Après, moi, je t'avoue, c'est vraiment le côté grand angle, par exemple, du Pixel 3 XL qui me donne envie de faire des photos, des selfies de groupe, en fait. C'est ça qui motive Oui, un peu. Voilà. mais finalement, Mais tu c'est pas très- le fais que quand t'es avec tes potes, Oui. mais tu le fais pas en général quand tu vas Après, il y en a quand qui- t'es avec la famille. Il y ou en a quoi. qui se kiffent, hein. Ça arrive, hein. Il Évidemment, faut leur mais- parler aussi. Et il n'y a Mais ça aucun s'appelle souci des gens pour vous, bizarres. les amis. Mais c'est vrai qu'au final, ce côté mécanisme, on va pas tant le solliciter, donc le 28 fois par jour, voilà. Après, pour ce qui est des photos, c'est vrai que les couleurs sont très très flashy. Après, Alors, dans une l'ensemble, petite c'est plutôt bon, je trouve. La caméra grand angle et la caméra ultra grand angle, il y a des soucis de colorimétrie encore. Ouais. Il n'y a pas... C'est y a pas la même chose sur non. un comme sur l'autre. Même ça se voit sur cette photo, ça se voit pas tellement à À l'écran de ouais, votre côté. malheureusement, Mais par exemple, le mur ici, on le voit, il est vachement, il est plutôt blanc. Et là, alors, non, pourquoi je veux pas, voilà. Et ça, ça tire vers les verts, en Ouais. fait. Mhm. Alors, Là, c'est une vert, là, chose- c'est blanc. Une chose à savoir, c'est que je sais pas si vous l'avez fait, mais par défaut, en fait, sur la caméra Asus, vous avez l'IA qui est actif, qui applique les filtres, et on sait les filtres IA, c'est fait pour rendre des choses très flashy. Vous pouvez le désactiver dans les paramètres. Et à mon avis, ça doit Alors- pas mal changer les photos. Alors pour le coup, moi j'avais fait le test directement quand on était à Valence. On a eu un voyage de presse à Valence pour pouvoir tester le téléphone en condition pendant toute une journée, faire des photos un peu partout. Dans le marché, au tout début, les premières photos que j'ai fait, c'était des fraises. Il y avait un étalage énorme avec plein de fruits et j'ai vu les fraises péter. Et du coup, pendant 10 minutes, j'ai passé mon temps à prendre des photos dans toutes les configurations différentes, mode portrait, mode pas portrait, IA sans IA. grand angle, IA et sans IA. Et au final, ça ressortait un peu toujours pareil, sauf le mode portrait, il me semble, avec IA, qui atténuait les rouges et qui faisait un peu plus tout uniforme. Mais j'avais ressenti ce problème-là. Alors, après, on va parler un petit peu de la fiche technique. Donc, c'est du Qualcomm Snapdragon 855, tout ce qu'il y a de haut de gamme, hein, c'est ça? On est sur Ouais. du 6 ou du 8 Go de RAM? Alors, il y a Selon 3 le versions profil. différentes. Ouais. Il y a une version 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, une version 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne et une version un peu plus haut de gamme qui arrivera à 550 €, je crois, qui est à 8 Go et 256 Go de mémoire interne. Est-ce que d'ailleurs, tu mentionnes le prix, j'ai une question très importante. Alors, je vais juste prendre KB79, donc j'ai vu le tweet, je suis désolé, je voulais en parler. Lui, en tout cas, apparemment, au niveau du mécanisme, il dit, moi, il se referme correctement avec le déverrouillage d'écran. Donc, écoutez, peut-être que c'est les samples de presse qui ont été donnés ou c'est peut-être pas la même expérience partout pareil au niveau d'un téléphone à un autre. Et là où Asus a fait fort, c'est peut-être aujourd'hui aussi sur le prix. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas lui le flagship killer, ce que fut à l'époque OnePlus? Ça c'est vraiment. J'ai trouvé que le prix était vraiment incroyable. Moi, je m'attendais à un prix beaucoup plus élevé Ouais. parce que du coup, avec un Snapdragon aussi élevé, avec des mémoires qui vont jusqu'à 8 Go pour la version haut de gamme, donc 8 Go, 256 Go de RAM, avec un appareil 48 mégapixels et un double. Un true borderless, c'est-à-dire il y a vraiment pas Ouais. il y a pas un menton énorme, on voit pas de grosses particularités qui nous feraient dire c'est un téléphone plus entrée de gamme ou milieu de gamme, et ils arrivent avec un téléphone à 500 €. D'ailleurs, Quentin, il fait une très belle illustration. Il met le OnePlus 7 Pro à côté du Asus, et honnêtement, les deux là. Ouais, mais alors- Voilà, hein, on va pas. Je sais pas si ça se vaut, mais en tout cas, sur le papier comme ça, ce qu'on voit,
c'est un peu la même chose, quoi. En termes de bordure, il y en a un peu plus ici. Ouais, il y en a légèrement. Et on voit la différence de qualité d'écran entre les deux. Okay. Mais après, il y a une différence de prix aussi. Un est AMOLED et un est IPS LCD, voilà, de mémoire. Mais on voit que Asus a fait des concessions un petit peu partout, parce que rien que la caméra en elle-même, le système mécanique, en soi c'est joli, etc. Mais dans l'intégration, c'est pas aussi bien intégré qu'un vrai très haut de gamme, ou comme différents d'autres qui ont fait ce type de choses. Enfin, ça c'est rare, mais dans le sens où c'est un peu plus grossier en termes de finition, faut le dire quand même. Donc forcément, ça va être un très bon photophone, je pense, mais forcément qu'il y a des petites choses un petit peu partout où ils ont pu rogner dessus pour avoir un prix très agressif. Comme rien que le lecteur d'empreinte, par exemple. Okay. Pour rebondir ce que tu dis, excuse-moi Mathieu, oui. j'ai l'impression que c'est un peu pour casser le fait qu'avant ils avaient un Zenfone 5, un Zenfone 5Z, et ils avaient une gamme un peu éparpillée partout. Et là maintenant ils reviennent avec un seul smartphone et ils font le pari de la caméra qui se retourne. C'est vraiment pour arriver avec un flagship killer et lancer une nouvelle mode des photophones qui sont disponibles en mode selfie, qui sont disponibles pour les créateurs de contenu, parce qu'ils ont bien insisté sur ce fait. Et avec le mode vidéo aussi, ils font de la vidéo en 4K, 60 fps stabilisé. Donc c'est de la stabilisation qui n'est pas optique, elle est logicielle. Mais quand même, et avec plein de modes vidéo qui sont intégrés dans le tout, je pense que c'est un début, c'est un lancement. Et du coup, on voit derrière la vidéo, il y a une très très belle transition, et on va essayer de conclure là-dessus. 5000 mAh l'autonomie, et je voudrais juste que tu me parles donc de cette autonomie et qu'à la fin tu me donnes ton ressenti. Est-ce que Asus a de quoi réussir son pari? Est-ce que tu le conseilles? Voilà, le mot final. D'accord. Alors ouais, l'autonomie de 5000 mAh, elle est énorme. Ils le disent que c'est pour les créateurs de contenu, c'est pour les battery killers, ceux qui utilisent leur téléphone tout le temps. Les joueurs. Ouais, les joueurs aussi. Moi, j'étais sur un View 20 juste avant. Et au final, j'ai pas ressenti énormément de différence entre les deux, alors qu'il y a quand même 1000 mAh de différence. Ouais. J'utilise mon téléphone une grosse journée, je dirais. Et je l'utilise énormément. Là, par exemple, je suis à 4h50 de batterie et il est à moins de 25%. D'accord. Je pense, c'est pas énorme. C'est pas ouf, c'est moyen quoi. C'est pas énorme. Après, je l'utilise énormément pour les photos. Je fais beaucoup de vidéos et j'utilise sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Je le pousse un peu dans ses retranchements. Je fais pas énormément de jeux dessus, mais ce sera pas les 2 jours d'autonomie qu'ils nous avaient promis. Je pense que après, peut-être qu'il y aura des mises à jour qui vont arriver pour mieux utiliser l'OS avec le smartphone, mais non. Conclusion, du coup, tu recommandes pas Paris réussi ou pas? Je pense que pour le prix, je recommande énormément. Ouais. Pour les personnes qui auraient l'utilité d'un photophone, parce que ça reste quand même un prix qui est justifié pour le photophone. Et puis même pour les composants qu'il y a à l'intérieur, il y a un Gorilla Glass 6. Pour le design global et la qualité du smartphone, 500 €, c'est vraiment un prix très agressif et qui sera, je pense, bien placé pendant une belle année. Alors Geek MPS sur Twitter qui réagit, qui dit: je suis assez convaincu par le Zenfone, mais K20, alors j'ai pas compris, moite son nez, ça doit être pointe le bout de son nez, le K20 qui est les nouveaux appareils de chez Xiaomi dont on n'aura peut-être pas le temps de parler parce qu'en fait le temps il a filé à une vitesse, je l'ai pas vu passer et je pense que c'est le Wico View 3 Pro et moi qui suis coupable, j'en suis désolé, mais on va essayer d'avancer. Je vous propose les amis qu'on attaque tout de suite les news parce qu'il y a du nouveau, il y a du lourd et il faut qu'on avance. On fait une brève transition et on revient tout de suite. Alors, puisque Watch, c'est quand même la chaîne de l'innovation, je suis désolé, je vais bouleverser un peu Benji, l'ordre établi du conducteur, mais il faut qu'on parle de cette news qui est tombée ce matin, que j'ai rajouté un peu en catastrophe, et qui va même te plaire, Benji, j'en suis sûr, et tous les gens qui nous regardent, tous ceux qui aiment la technologie. Eh bien, Oppo et Xiaomi ont fait une annonce un peu comme ça, je trouve, en catimini, et qui est assez exceptionnelle, c'est qu'on a enfin découvert les caméras qui sont sous les écrans. Voilà, on y arrive. Peut-être pour les adorateurs d'Apple, un Face ID sous l'écran, je sais pas. Mais en tout cas, regardez cette vidéo rapide. C'est celle qui a été présentée, je crois, par Oppo, celle-ci, si je dis pas de bêtises. Alors, on regarde. Tac, exactement. Et là, on voit une caméra. C'est la caméra avant, il semblerait. Regardez, il met son doigt et clac, on voit rien. On voit pas de caméra.
Donc ça, c'est assez impressionnant. Tiens, j'en ai une petite vidéo. On en a une autre là. On en a une autre. Ouais, c'est la même. C'est la même. Benji, il peut mettre. Donc c'est Xiaomi qui a fait la même annonce. Et voilà. Regardez ce que ça donne là. Donc on a 2 appareils qui sont équivalents. Un qui a une caméra frontale en goutte. Et pas l'autre. Et regardez, clac. Et là, la caméra se retourne. On voit rien du tout. Et donc voilà ce que ça donne. Parce que la caméra se retourne à l'intérieur ou la caméra est dans l'écran? La caméra est dans l'écran. Elle est dans l'écran. En fait, ça va être une partie des pixels. En fait, ils ont trouvé la technologie pour arriver à faire passer la lumière jusqu'à la caméra. Je vais te laisser commenter. Benji va juste faire apparaître les quelques tweets que Xiaomi a fait juste en dessous, que j'ai dû bien faire mon boulot aujourd'hui, qui explique un peu, mais je veux bien que tu nous enrichis un petit peu de... Ah, il n'y a pas. Bon, c'est dommage, j'ai raté. Mais je veux bien que tu nous expliques un peu le procédé si toi, tu as eu le temps, parce que j'ai pas vraiment eu le temps de regarder en détail. C'est quelque chose que j'ai déjà vu et que cherche à faire plusieurs, parce que c'est les écrans qui permettent ça, donc c'est les constructeurs d'écrans qui donnent cette technologie, qui ont trouvé enfin le moyen. Mais l'idée principale, l'idée qu'ils ont voulu faire, c'est surtout que la lumière traverse les pixels et que les pixels n'empêchent pas la caméra d'attraper toutes les informations. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils ont réussi à faire enfin, en fait, en éteignant l'écran, et ils ont dû trouver un moyen à ce que la caméra récupère une information comme s'il n'y avait rien, en fait, comme s'il n'y avait pas du tout de pixels. Savoir après dans la précision ce qu'ils ont réussi à faire, ça va être compliqué, mais je pense qu'on aura les informations au premier smartphone qui sortira avec ce type d'écran. Ok. Bon, en tout cas, voilà, c'est fait. Bon, après, c'était en anglais, j'ai pas eu le temps de lire et tout, mais c'est pour que vous voyez un petit peu le procédé, si vous êtes anglophone et que vous comprenez, voilà, un peu ce que ça donne. Voilà. Tout ça, c'est des tweets qui ont été faits sur Xiaomi. Si vous cherchez sur le compte de Xiaomi officiel. Très intéressant. Juste le premier screen, en fait, le premier screenshot expliquait justement qu'en fait, c'était des anodes et je sais plus quoi d'autre qui est transparent. Et les cathodes et anodes, en fait, donc ils ont réussi à rendre transparent deux couches d'écran qui permet justement à ce que justement là, la caméra voit comme s'il y avait rien. Donc c'est ça qu'ils ont réussi enfin à mettre au point. Ça, c'est fort. Là, franchement, les Chinois, ils ont encore mis un coup de pression dans l'industrie complète pour prouver que c'est eux qui sont quand même à la pointe de l'innovation, là, non? Attention, après, c'est Xiaomi et Oppo, c'est pas des constructeurs d'écran. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être les premiers, et à mon avis, ils ont dû jeter sur les premiers écrans. Mais c'est sûrement Samsung, parce que c'était en novembre dernier où ils parlaient déjà de ça, notamment même pour la partie son, les haut-parleurs qui devraient être dans la foulée aussi, être sous l'écran. C'est encore après. Mais c'est Samsung qui travaille énormément, en tout cas en Chine, là-dessus. T'as raison, c'est pas faux. Donc peut-être, il faut peut-être mesurer mon enthousiasme pour. Mais après, on en parlait. On en parlait souvent, mais moi je pense que les caméras rétractables et tout ça, c'est cool, mais c'est pas une fin en soi. Et justement, la solution, elle est sous nos yeux, c'est que vraiment avoir réservé un écran qui prend toute la façade, c'est ce que attend le public, et avoir une caméra qui peut se transmettre à l'intérieur, le tout sans bouton, le tout à portée de main, faire le plus avec le moins, c'est exactement là où on va aller avec ce genre de technologie. Après, c'est certain que c'était une transition. Après, moi, je pense que si c'était quand même Samsung qui était derrière la manœuvre, ils se seraient gardé ce type d'écran pour eux, pour avoir la primeur de l'annonce. Malgré que c'est Samsung Display, et donc il faut bien séparer Samsung Mobile des Samsung Display. Ils ont quand même tendance à se garder. Mais maintenant, Samsung, ils arrivent justement à prendre les choses en main, et même s'ils n'ont pas l'effet waouh, ils l'auront après quand ils vont présenter leur smartphone. Donc je pense que c'est pas. Ouais, ils font plus la course. Ils sont un peu comme Apple dans cette catégorie-là. Ils font plus la course avec les autres constructeurs. Si vous avez la réponse. C'est pas vrai par contre. Pardon. C'est pas vrai parce que justement, en fait, les écrans full borderless, ou en tout cas avec un poinçon, avec le lecteur d'empreinte sous l'écran, ce n'est pas disponible pour l'instant. Par exemple, OnePlus ou Honor n'ont pas eu cette possibilité, justement parce que Samsung se réserve l'exclusivité. Voilà, des écrans AMOLED. OnePlus est obligé d'utiliser une caméra rétractable ou une encoche. Sur le Honor View 20, on se rappelle, c'est de l'IPS LCD, et c'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas à faire ça, la même chose avec de l'AMOLED. Ils n'avaient pas la possibilité. Samsung gardait l'exclusivité pour ce type d'écran, avec le temps d'empreinte sur l'écran. Très bien, très bien. Sur le Vue 20, excuse-moi Mathieu, sur le Vue 20 et également sur le 20 Pro qu'on nous a présenté il n'y a pas très longtemps et qui était exactement la même technologie. Exactement, et je trouve que c'est une habile transition pour quand même faire un point, parce que c'est notre actu chaude à nous,
c'est ce qui se passe en ce moment. Donc les États-Unis versus Huawei versus le gouvernement chinois. On va essayer de faire un peu une mise à jour de ce qui s'est passé. Donc nous, on a suivi un petit peu cette annonce qui a été assez dingue, du bannissement de Huawei, notamment de la licence Android. Faut savoir que depuis, il y a des pluies de bannissements qui sont tombés. Beaucoup de personnes, de partenaires ont lâché Huawei. On peut parler de Intel, on peut parler de Microsoft. Donc Huawei faisait des PC portables, du coup. Absolument. Voilà. Ils vont devoir mettre leur propre chip à l'intérieur. Voilà, Qualcomm aussi. C'est même pire que ça. Ouais. En fait, c'est beaucoup plus pire que ça. En fait, pour faire très simple, c'est tout ce qui est technologie américaine actuellement n'ont plus possibilité d'être dans un Huawei. Donc toutes les marques qui travaillent avec Huawei et qui utilisent des technologies américaines qui veulent vendre à Huawei, c'est mort. Et Donc, même Windows, Intel, Infineon, STM, Microélectronique, etc., etc. C'est très compliqué. Et Infineon d'ailleurs qui est allemand, mais qui comme a des parts, qui a des parts des technologies américaines en fait. En dollars. C'est-à-dire voilà. que si ils intègrent des composants qui utilisent des technologies américaines dans les Huawei, en fait ils peuvent pas. À l'heure actuelle avec le décret ils ne peuvent plus. Tu as résumé un peu ce qu'on a un peu déjà dit. Bon là, il y a une pluie de gens qui sont partis. Du coup, pour l'instant, il y a eu des choses aussi graves comme le Wi-Fi Alliance ou la SD Association. On a failli ne plus avoir ni de Wi-Fi ni de port micro SD sur les smartphones Wi-Fi, de Huawei. Bluetooth et effectivement les SD, mais ils ont été intégrés depuis fin de semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, mais apparemment, ils seraient revenus un petit peu sur les propos. On est un peu dans un flou artistique. Ils sont réassociés, ils sont revenus dedans. Exactement. C'est officiel, ils sont remis dans les associations. Et le coup dur, du coup, avant la présentation de Honor, c'était Google qui lâchait Huawei, du coup. Pour ne plus mettre ou ne plus couvrir les prochaines mises à jour, même si elles sont encore... En gros, ils peuvent télécharger l'APK d'Android, mais ils peuvent plus utiliser l'Android de Google. Donc c'est là où est la subtilité. Et les mises à jour seront toujours couvertes sur les téléphones qui ont actuellement Android. Et du coup, dès qu'on a eu la présentation, tout le monde s'attendait à avoir finalement un petit peu d'informations sur ça. Et on peut dire que Honor a fait l'autruche. Honor a fait l'autruche. Ouais. Honor a fait l'autruche parce que en fait, ils peuvent, en tant que, on va dire, sous-marque, il faut que ce soit Huawei qui réponde. Non, c'est même pas ça le problème. Ouais. Le problème surtout, c'est que en fait, ils ont présenté juste la veille le décret a été actif le dimanche et l'annonce a été faite le mardi. Tout était déjà prêt, donc c'était trop tard, ils devaient faire l'annonce. Le problème, c'est que c'était juste le début et ils ne savaient pas du tout ce qui allait se passer. Et c'est pas que Google a lâché Honor et Huawei, c'est que par décret, ils étaient obligés d'arrêter toute communication avec Honor et Huawei. Tout à fait, c'est ce qu'on a bien expliqué. Alors, moi, je me souviens quand on était avec, tout à l'heure, avec Rémi, on était au voyage de presse. Quand on a discuté avec Alexis de Honor, il y avait déjà les premières informations comme quoi ils avaient 90 jours donc, avant que ne s'applique cette sanction. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que apparemment le Honor 20, il passe entre les gouttes. Et que c'est pas sûr. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Ouais. C'est que j'ai discuté avec Alexis. Avec Alexis il y a 2 jours au FIS, donc à Montpellier, où il y avait Honor qui avait un énorme stand sur le FIS. Et le vin sortira, le vin était présenté, on pouvait l'avoir en main. Il y a des confrères qui l'ont déjà testé. Hein, donc il sortira fin juin, mais le vin pro n'était ni mentionné, ni en photo, et personne ne pouvait le tester. Il me semble qu'Alexis avait peut-être un modèle avec lequel il prenait des photos sur le FIS, mais c'était pas mentionné qu'il le prenait avec le vin pro, c'était avec le vin. Il n'existe plus pour l'instant. D'ailleurs, on va rapidement juste parler du Honor 20 très rapidement pour les caractéristiques. Une petite information qui est tombée aujourd'hui par rapport à ce Huawei ban, c'est que Foxconn a décidé aujourd'hui qu'il diviserait la production de smartphones par 2. Alors, moi, de ce que j'ai compris, c'est que c'est Huawei qui leur a dit attendez, freinez un peu là parce que de toute façon, on est un peu là dans le mal. Il faut ralentir tout ça. Et on voit que d'ailleurs, il y a des premiers effets qui sont en train de tomber pour Huawei, qui est en train de chuter en termes de vente de smartphones. Ils ont même repoussé leurs ambitions d'être numéro 1 en 2020. Là, ça a été repoussé avec ce qui se passe. Alors, le Honor 20, en gros, grosso modo, c'est ce qu'on avait dit, c'était un Honor View 20 à l'avant, c'est ça, Rémi ? Oui, c'est un View 20 à l'avant et un P30 Pro à l'arrière. Et un P30 Pro à l'arrière, voilà. Tout ça pour un prix de 499 € qui va sortir courant été. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion de l'avoir dans le prochain Andromag. Peut-être, je sais pas, je vous promets rien, mais il y a peut-être possibilité. Je vais voir
Si vraiment ça vous intéresse, dites-le moi. En tout cas, n'hésitez pas à nous le dire sur le compte d'Andromag Twitter. Ce que je voudrais juste quand même mentionner, c'est que la Chine commence à réagir. Il y a des choses qui commencent à arriver. Ils imitent leurs opposants américains en créant eux aussi une liste noire avec laquelle les entreprises qu'il ne faut pas commercer ou avoir des échanges technologiques. Huawei a fait quelque chose d'assez drôle, enfin, on va dire dans le mauvais sens du terme, puisque Huawei bannit maintenant dans toutes les réunions techniques toute personne qui n'est pas chinoise. Voilà. On a eu, parce que là, ils sont, en fait, comme souvent, ça doit être des entités américaines avec lesquelles ils bavardaient, avec lesquelles ils sont peut-être le plus proches, parce que Google était derrière. Ah, c'est mort. J'étais au courant qu'en Chine, ils étaient justement, histoire de contrer ça, ils avaient dit non à Apple. Non, ils avaient dit Apple perdait des parts de marché dans ces. Alors, il y a eu un Apple boycott, mais Huawei s'est opposé d'ailleurs. Ok, d'accord. Le fondateur de Huawei a dit il n'était pas pour ce boycott. Ok, d'accord. Voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un peu une annonce qui a été faite par quelqu'un de chez Huawei qui n'est donc pas de la partie asiatique, et qui avait annoncé que ça y est, l'OS donc Hongmen en nom de code chez Huawei, qui va s'appeler Arc apparemment, était prêt, et genre dans 2 mois on l'avait. Et tout d'un coup il y a eu un rétropédalage, non attendez, on n'est pas prêt. Et en fait très clairement, en fait j'ai l'impression que tout se calcule par rapport à ce que va donner les échanges entre Donald Trump et la Chine. On sent qu'il joue au chaud et au froid. Ouais. Et du coup, tu dois absolument maîtriser pour pas, par exemple, si tout d'un coup tout s'arrête, c'est-à-dire que voilà, plus de bannissement, tout va bien. Pas perdre non plus Google en partenaire parce que voilà, les deux marchent ensemble, on va dire. Absolument. Donc je sens que ça marche sur des œufs un peu partout, c'est compliqué, c'est pas encore clair, mais de toute façon on en apprend tous les jours, à chaque fois il y a des nouvelles qui arrivent donc. Et le plus inquiétant, c'est qu'une des menaces qu'on voyait pointer le bout de son nez commence à arriver, c'est que la Chine commence à dire que pour les matériaux rares, en fait, qui sont pas vraiment des matériaux rares, mais des matériaux qui permettent, qui sont dans nos smartphones, dans des appareils médicaux tels que les lasers chirurgicaux, les radiographies, des choses comme ça. Tout ça, la Chine pourrait priver un peu les Américains de cette denrée qui est extrêmement demandée dans les appareils technologiques. D'accord. Et pour le coup, ça pose de gros soucis pour les Américains parce que sans ça, ils vont avoir du mal à avancer parce que c'est des composants que les Chinois ont le monopole. Ouais. Parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, c'est que ces composants-là sont très polluants. Et que du coup, en fait, on s'est dit, c'est cool, c'est les Chinois qui polluent, qui font et ça sera pas chez nous, quoi. Et maintenant qu'on en est là, c'est très compliqué. Il se passe des choses, c'est un peu compliqué. Je pense qu'on pourra pas aller beaucoup plus loin. PA, t'as une phrase. Une petite phrase, je sens que tu voulais rien à dire de plus. Okay. Sinon, je vais faire un live mercredi pour ça. Ok. Donc, pour essayer de faire résumer. Donc, allez sur mercredi soir 21h si vous voulez. Sur Technoïd, n'hésitez pas en tout cas si vous voulez en savoir plus. En tout cas, bref, nous on continue de suivre cette histoire, avec grand intérêt. Et c'est un peu un bouleversement qui se passe dans la technologie. Absolument. Là, c'est on est très loin. On est très loin de l'arrivée de l'iPhone dans le monde de la tech. Là, on est dans un séisme qui est assez dingue, et il se passe des choses même au niveau militaire qui commencent un peu à être flippantes. On espère que l'escalade va vite s'arrêter pour nous tous, parce qu'en même temps, tout ça fait ralentir l'évolution de la tech dans bien des domaines. Qui était sur une bonne lancée là en plus. 5G, smartphone, tout ça, ça fout un bordel monstre. Voilà les amis, sur ce qu'on pouvait dire sur cette émission. Je suis désolé, j'étais un peu long. Rémi, merci d'avoir été là. J'espère que tu auras envie de revenir quand même. Merci à toi Mathieu, et puis j'espère qu'on se reverra bientôt, moi je suis disponible. Écoute, en tout cas merci. PA, merci beaucoup d'avoir été là. Donc merci à toi. Technoïd, mercredi, un live, donc n'hésitez pas si vous en voulez un peu plus. Merci à vous sur Twitter, j'ai pas lu beaucoup vos tweets. En tout cas, merci à vous d'avoir été là, de nous avoir suivis. Quentin, merci. Avec grand plaisir. Toujours là, toujours présent. Et nous, on se dit dans 2 semaines pour une prochaine émission. Et on vous le dit, c'est la fin de la saison pour Andromag. Et ça sera sans doute la dernière pour moi et Jason et Quentin, peut-être sur les sièges d'Andromag. Donc on vous attend nombreux pour vivre cette dernière tous ensemble. Et on se dit à très bientôt sur Watch. Bye bye.